d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être là ce soir pour accueillir Patrick de Saint-Exupéry. Merci beaucoup à vous d'être là, d'avoir fait le voyage et d'affronter les frimas de notre région pour venir nous parler de votre revue, votre belle revue, la revue 21, qui fête ce mois-ci ses 5 ans avec le numéro 21. Voilà, que vous avez peut-être déjà feuilleté. Un très beau numéro, aussi beau que les précédents, avec peut-être un petit quelque chose en plus qui a fait couler beaucoup d'encre. Au début, j'avais invité Patrick de Saint-Exupéry juste pour parler de la revue et des 5 ans de la revue. Et puis il y a ce manifeste qui a été ajouté, qui fait couler pas mal d'encre. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Donc une revue qui a 5 ans, une revue qui a de grands reportages, vous la connaissez sans doute, des reportages qu'on avait perdu l'habitude de voir dans des journaux. Alors certains journaux continuent à faire des doubles pages sur des sujets ou d'autres, mais des reportages aussi amples, aussi profonds que ça, on commençait à les perdre de vue. Et là, cette revue, créée avec Laurent Beccaria, donc il y a 5 ans, a permis de faire renaître ce reportage et de redonner à nous, lecteurs, le goût pour ces reportages. Parce que c'est vraiment à 2 niveaux. Il y a le côté reportage, donc quelqu'un qui est un journaliste, qui est allé loin, qui a creusé un sujet et qui vient le rapporter, qui peut-être soulève un lièvre ou deux au passage. Et puis il y a le côté raconte-moi une histoire dont on est toujours friand, évidemment. Voilà. Patrick de Saint-Exupéry, en 2 mots, il y a 5 ans, quand avec Laurent Beccaria vous avez lancé cette revue, quel était votre état d'esprit? Vous aviez voulu quoi? Est-ce que vous vous étiez imaginé déjà que ça durerait 5 ans à l'initiative de ce projet? Comment vous voyez les choses? Non, il y a 5 ans, enfin le premier numéro de 21, c'est janvier 2008. Nous sommes lancés dans l'histoire simplement parce que nous y croyons à l'époque. Voilà, il y avait une conviction. Maintenant, on sait bien qu'on peut avoir toutes les convictions du monde. C'est pas parce qu'on a la conviction que quelque chose est possible que ça devient possible. Après, pourquoi nous nous sommes lancés dans cette aventure? C'est affaire de nécessité. Enfin, nous en avons ressenti, Laurent Beccaria et moi-même, la nécessité. Juste pour refaire l'histoire très rapidement, Laurent Beccaria est éditeur depuis longtemps. Je suis journaliste depuis longtemps. Bon, et puis on s'est croisés il y a un certain temps par hasard. Et puis on a pris l'habitude de discuter régulièrement tous les deux. On s'entend bien et on partageait un certain nombre de choses en commun. Et un jour, c'est tout bête, on s'est dit, et si on essayait de réunir le meilleur de l'édition et le meilleur du journalisme? Et une fois qu'on avait posé cette chose-là, toute bête, un peu prétentieuse, 21 était né, quoi. Enfin, c'était l'idée fondamentale au cœur du projet de 21. Réunir et mélanger totalement ces 2 univers. À partir de là, l'histoire s'est écrite assez rapidement. Le premier numéro, je vous le disais, c'est janvier 2008. On l'avait tiré à 40 000 exemplaires, ce qui est énorme, hein, parce que quels sont les fondamentaux de 21 et les paris que nous faisions à l'époque? Les paris, c'était d'abord tout simple, hein, mais extrêmement simple, revenir au lecteur. S'adresser à un lecteur et non pas à un consommateur d'informations. D'où le choix de la librairie, parce que c'est une évidence, aujourd'hui, les lecteurs sont en librairie. Dans l'univers kiosque, hein, celui de la presse, il y a de moins en moins de lecteurs. On consomme l'information. Les journaux sont vendus à des consommateurs d'informations. C'est un constat, hein. Après on peut développer, etc. Je veux dire, vous auriez pu faire un magazine un peu type Paris Match ou Polka ou ce genre et être diffusé de façon... Non, parce que ça rentrait pas dans la grille. On l'a bien vu, simplement, ni Beccaria ni moi-même ne sommes riches, hein, pour dire les choses comme elles sont. Moi, je suis journaliste, hein, voilà. Si vous connaissez des journalistes riches, dites-le moi. Moi, j'en connais pas. Donc, on a fait la chose toute bête que fait toute personne qui essaye de monter un projet, c'est rencontrer des gens
c'est rencontrer des gens pour essayer de trouver des sous. Hein. Donc on a rencontré beaucoup d'interlocuteurs dans les milieux presse, et lorsqu'on leur présentait notre projet, ils nous disaient en gros, écoutez les gars, vous êtes drôlement sympathiques, mais enfin bon, pas de pub, le lecteur, des récits en longueur, un trimestriel, en librairie, vous êtes vachement sympa, mais bonne chance, allez, au revoir. Voilà, c'était la réaction, ça ne rentrait pas dans le cadre, dans ce qui est tenu pour acquis et immuable. Ça, c'était la réaction. Par contre, on a vu aussi des éditeurs, et là, on est tombé sur d'autres logiques, avec le goût du risque, la compréhension aussi de ce que c'est que l'artisanat, de la chose qui s'élabore petit à petit dans le temps et qui évite toutes les logiques de processus industriels. Et donc ce sont majoritairement quelques éditeurs, enfin en l'occurrence c'est Gallimard, hein, pour dire les choses, qui est rentré dans l'aventure et qui nous a permis cette aventure, plus quelques autres investisseurs personnels. Juste pour donner des points de repère, hein, le capital de départ, ça peut vous paraître beaucoup, est de 450 000 €. Donc c'est une somme importante, bien sûr, mais à titre d'exemple, au même moment se lançait un autre titre, hein, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle GQ, un magazine donc plutôt masculin, tendance. Et le budget promo de GQ pour son lancement était de 2 millions d'euros. Voilà, là, pour la promo. Pour la promo. Voilà, nous, 450 000 €, c'est tout compris. Voilà. C'est juste pour donner un ordre d'idée, parce qu'en soi, les chiffres ne sont pas tellement importants. Et donc, le jour du premier numéro, nous avions tiré 40 000 exemplaires, c'est beaucoup. Et nous avions un sentiment extrêmement simple, c'est comme un camion qui dévale le long d'une montagne, et il n'y a plus personne au volant, et vous ne savez pas si le camion va rester sur la route, arriver en bas, ou s'il va verser dans un précipice. Nous n'en savions rien. Il n'y avait pas une étude de lecteur, il n'y avait pas une seule étude de marketing, il n'y avait pas une seule étude. Les seules études que nous avons faites, voilà, c'est le doigt mouillé, et vous écoutez, et vous allez au bout de vos convictions, de vos intuitions, quitte à vous planter. On a compris qu'on avait une chance le week-end suivant, quand nous avons reçu des coups de fil de libraires qui nous demandaient de ramener des exemplaires de revues. Et nous avons passé le vendredi, le samedi, à charger des revues dans les taxis pour aller approvisionner les libraires qui nous demandaient des exemplaires en plus. Voilà, c'est là où on a compris qu'on avait une chance. Et puis après, c'est comme toutes les histoires, elles s'écrivent petit à petit dans la durée, parce que vous avez eu la chance numéro 1, il faut continuer, continuer, travailler, à chaque fois augmenter les exigences, très tranquillement, très doucement, mais être en permanence dans la volonté d'augmenter l'exigence. Et puis après, la chance extraordinaire, c'est quand vous rencontrez un public, un lectorat, et que se produisent ces interactions qui sont fondamentales. Alors, ça a deux niveaux, parce qu'il y a le public, le lectorat, effectivement, mais il y a aussi les journalistes. Hein. Vous avez réussi à vous entourer d'un creuset de journalistes, de gens magnifiques. Je pense à des gens comme Sylvie Caster, qu'on retrouve régulièrement dans la revue. Il y a des gens qui vous accompagnent dans l'histoire, qui ne sont pas étrangers au succès de 21. Oui, bien sûr. Alors, il y a une particularité, c'est qu'on utilise rarement le mot de journaliste quand on parle des gens qui contribuent à la revue. On utilise le mot auteur. Et c'est volontaire, pas parce que dans les gens qui participent à l'aventure de 21, il y a des journalistes, il y a des écrivains, et il y a des gens dont je serais bien incapable de mettre une étiquette sur le front. Et donc, ce sont des auteurs. Et c'est important de le dire, moi j'ai rien contre le journalisme, hein, surtout pas, je suis journaliste, et c'est une très belle identité. Mais il y a un problème avec le journalisme, c'est que d'un point de vue, on va dire, doctrinaire presque, le journaliste prétend à l'objectivité. L'objectivité induit l'écriture blanche, neutre, induit 50% pour le pire et 50% pour le bien, enfin les extrêmes. Ça n'est pas bien. Ce qui est beaucoup plus fort, c'est l'honnêteté. À la fois, vous racontez le réel, et la seule exigence est l'honnêteté. Vous le racontez avec une totale honnêteté. Et le mot honnêteté est bien plus exigeant, bien plus fort que celui d'objectivité. Un journaliste, lorsqu'il va en reportage, lorsqu'il va travailler sur une histoire, et c'est toute la discussion, c'est tout le fond, fait forcément des choix lorsqu'il va restituer cette histoire. Si je parle, je vais prendre un exemple stupide, hein, mais
j'ai parlé de vous, monsieur, et puis je ne sais pas pourquoi vous serez dans l'histoire, parce que voilà, c'est comme ça, je vais pas pouvoir vous raconter complètement, donc, ou bien j'ai parlé de vos lunettes, ou bien j'ai parlé de vos chaussures, mais je fais un choix. Et ce choix-là, c'est un choix d'auteur, parce que j'aurais eu le sentiment que vos chaussures étaient ce qui vous résumait le mieux, ou que quelque chose passait au travers des chaussures que vous portez, ou de vos lunettes, je ne sais pas. Mais je ne peux pas tout raconter de vous lorsque je vais vous poser dans une histoire. Et là, nous sommes typiquement dans un choix d'auteur. Et en fait, et c'est ça qui est terrible, c'est que les journalistes ou la profession s'est souvent masquée derrière cette objectivité parce qu'ils n'assument pas le fait qu'il y a en permanence derrière l'écriture des choix qui relèvent du choix d'auteur. D'où cette volonté que nous avons de parler en permanence d'auteur à 21, sachant que les auteurs sont multiples avec des histoires différentes, des expériences différentes. Ce choix de traitement des reportages, le texte, donc le reportage traditionnel, on le connaît depuis longtemps, mais aussi la bande dessinée, la photo. Vous aviez choisi ça comment? Ça s'est fait comment? Parce que la bande dessinée, c'était pas encore très développé. Il y avait des gens comme Joe Sacco ou Guy Delisle qui avaient fait des choses qui ressemblaient un petit peu à ça, mais c'était pas encore très développé il y a 5 ans. Tous les choix qui ont été opérés dans 21, dans la construction de l'écriture générale de 21, tournent autour d'un principe omniprésent, même si pas forcément formulé, c'est la narration. Comment raconter le monde? Comment rassembler différents univers narratifs? Je veux dire par là qu'on raconte au travers d'un texte, bien sûr, et c'est la dominante, l'extrême, la plus importante dominante de 21, c'est le travail sur le texte. Mais on ne raconte pas qu'au travers du texte. On peut aussi raconter au travers de la narration photographique. Et donc, dans chaque numéro de 21, il y a un cahier photo d'une trentaine de pages où on raconte quelque chose, mais au travers d'une narration de type photographique. Mais on raconte aussi au travers de la bande dessinée, à condition que la bande dessinée, l'exigence est très claire, c'est le récit du réel. Il n'y a pas la moindre once de fiction. Et la bande dessinée est aussi un mode narratif du réel qui a sa légitimité. Et donc nous avons rassemblé ces différents genres de narration dans le même univers qui est celui de 21, qui est l'univers de la narration sous différentes formes, avec une dominance totale sur l'écriture, mais sans aucune exclusion. Et nous avons poussé jusqu'à intégrer l'univers audiovisuel, puisque dans chaque numéro de 21, il y a le choix d'un documentaire audiovisuel, parce que nous l'avons trouvé simplement excellent. Et donc nous avons imaginé un traitement un peu particulier pour pouvoir l'intégrer dans le papier, à savoir que nous faisons le choix du documentaire qui nous paraît justifier un traitement, et nous transmettons notre choix à un illustrateur, qui lui, avec son regard, va dessiner 10 moments de ce documentaire. Et ensuite, nous demandons au réalisateur de nous raconter l'histoire au travers du choix de l'illustrateur. Et c'est très intéressant parce que l'illustrateur et le réalisateur se retrouvent en fait en train de dialoguer indirectement. L'illustrateur et le réalisateur ne comprenant pas parfois les choix que fait l'illustrateur. Nous sommes sur 2 regards différents autour du même travail. Et donc c'est un exercice à la fois extrêmement simple et extrêmement riche. Cette confrontation de regards, ces jeux entre le regard, ces échanges indirects, en fait tout 21 parle comme ça à différents niveaux, à l'intérieur de l'objet et sur différents plans, nous l'espérons en tout cas, vers le lecteur. Et le lecteur qui a bien compris, puisque le succès ne s'est jamais démenti, au contraire, c'est un noyau dur de lecteur qui grossit. Vous avez aussi été reconnu par vos pairs, puisque les autres journaux ont très vite salué 21 et ont continué pour chaque numéro. Il y a même eu des grands prix qui vous ont été attribués, le prix Albert Londres pour la toute jeune Sophie Bouillon. Sophie Bouillon pour le travail sur le Zimbabwe, voilà, formidable texte. Sur le Zimbabwe, qui sortait de l'école de journalisme de Lille. Le prix Louis Hachette. Cette reconnaissance vous a rassuré, vous a permis de continuer. Outre, on y viendra, la réussite financière qui vous permet aussi de continuer. C'est pas franchement, alors la réponse elle est très claire. Bon, la reconnaissance officielle, on va dire, enfin avec les flonflons, bon, c'est toujours satisfaisant pour l'ego, voilà. Mais c'est juste une affaire d'ego. La vraie reconnaissance, c'est pas celle-ci.
c'est les lecteurs. Et c'est là que tout se joue. Après, bon, il y a le côté, on va dire, Légion d'honneur ou tout ce qu'on veut, mais enfin bon, on sait à peu près tout ce qu'on peut penser de la Légion d'honneur, voilà. Mais la vraie reconnaissance, c'est là où tout se joue, c'est dans la relation lecteur et avec les lecteurs. C'est vraiment, là, on est dans le cœur. Le reste, c'est l'habillage, c'est le décorum. Aujourd'hui, vous faites un tirage de 50 000 exemplaires, donc ça fait tous les 3 mois un best-seller en fait pour une maison d'édition. 21 gagne beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Alors, alors d'abord... C'est une vraie question. Hein. Non, c'est une vraie question, mais ça va être une vraie réponse aussi. Voilà. En fait, le tirage est supérieur à celui-ci. Là c'est les ventes dont vous parlez. Nous sommes à l'équilibre depuis le début et bénéficiaires. Ça, c'est très clair et la messe est claire. Nous avons démarré il y a 5 ans, nous étions 2. Aujourd'hui, il y a 6 journalistes à 21 et nous sommes une équipe permanente de 13 personnes. Oui, voilà, c'est une entreprise. Il y a les créations d'emplois. Nous sommes dans la construction de quelque chose d'extrêmement pragmatique. Nous n'avons jamais fait de promesses, nous n'avons jamais dit demain sera tout rose et demain sera merveilleux. Simplement, notre aventure nous amène à pouvoir être dans cette position de poser peu à peu, très tranquillement, quelque chose. Ça, c'est le premier point et pour nous, c'est très important. Le deuxième point, c'est nous avons effectivement, nous sommes bénéficiaires. Alors la règle, telle qu'elle est fixée, c'est qu'il n'y a pas la moindre redistribution de dividendes. Tout est réinvesti en permanence. Réinvesti à la fois pour augmenter la qualité du contenu de 21, donner de plus en plus de moyens aux auteurs, de plus en plus de facilité. Nous avons augmenté les paiements, etc. Donc là, la règle du jeu est très claire. Et réinvestir aussi pour créer, continuer à créer. Nous avons, sur la base des résultats de 21, autant investi sur un deuxième titre, une deuxième revue qui s'appelle 6 mois, qui est une revue consacrée au photojournalisme, que moi je trouve absolument magnifique. C'est une revue qui paraît 2 fois par an, tous les 6 mois. 21 à 210 pages, cette revue-là a 350 pages. 6 mois est une somme de travail monstrueux. Et c'est une autre écriture sur le même principe, c'est-à-dire cette volonté de raconter le monde, d'être à la rencontre du monde, enfin de ce qui se passe dans le monde, mais de manière pertinente et justifiée, hors de tout effet spectaculaire ou quoi que ce soit, mais sur la réalité de ce qui est en train de se jouer. C'est une autre écriture totalement différente que celle de 21, un rapport texte-image très différent, une somme de travail monstrueuse, et c'est aussi un succès. Alors que lorsque nous avons initié l'aventure de 6 mois, tout le monde à peu près nous disait, comme pour 21, mais vous êtes cinglés, le photojournalisme est dévasté, etc., etc., etc. Aujourd'hui, tout le monde regarde la photo sur Internet, pourquoi la mettre sur papier? Enfin, tout le monde posait plein de questions en nous disant, mais écoutez les gars, vous avez déjà eu la chance une fois, tirez peut-être pas trop sur la corde, parce que si vous essayez à nouveau un autre truc, vous allez vous planter, surtout dans cet univers-là. Et non, et nous constatons que non, il y a quelque chose, enfin, nous voyons, là aussi c'est un point important, parce que c'est le nœud. D'un côté, nous sommes en contact permanent avec les envies des auteurs, quelles qu'elles soient. De l'autre côté, il y a le public et ses envies. 21 comme 6 mois, ce sont des points de passage. Nous sommes, et nous nous percevons au sens strict du terme, comme un pont. Nous permettons à des auteurs de rencontrer un public. Éventuellement, je veux dire, personne n'est forcé à cet exercice. Mais nous sommes un point de passage, et notre boulot, c'est d'essayer de trouver les adéquations qui font que des envies d'auteurs pourront atteindre des envies ou des curiosités du public. Nous sommes au milieu. Et c'est là que tout se joue dans cette relation, en fait, indirecte, puisque nous sommes le point de passage, mais entre les auteurs et le public. Alors justement, comment se joue cette relation? Vous êtes rédacteur en chef de 21, vous devez, j'imagine, recevoir des cascades de propositions. Comment vous faites le tri là-dedans? Comment vous dites que tel sujet est bon, tel l'autre est pas mal, mais peut-être à revoir?
tel sujet serait intéressant, je vais envoyer quelqu'un. Comment ça fonctionne là? Faire un reportage si vous voulez, mais je ne sais pas si ça vaut le coup. Ça a l'air gérable. Il n'y a pas eu de dégâts. Non, c'est une question qui m'est régulièrement posée. La réponse est très simple, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas un espèce de formulaire, on cocherait petit A, petit B, petit C, et puis au final, d'une manière presque automatique, ça sera une réponse oui ou non. Il n'y a pas de règle. Pratiquement, la manière, nous recevons effectivement beaucoup de propositions, puisque ça c'est notre volonté claire et affirmée depuis le début, et nous n'en démordrons jamais, c'est d'être ouvert totalement à toutes les propositions. Donc là c'est très clair. Maintenant, ça n'est pas parce que nous sommes ouverts à toutes les propositions que nous acceptons toutes les propositions. Là aussi c'est clair. Moi je passe énormément de temps, enfin je veux dire c'est l'essentiel de mon temps, à lire ces propositions. Je les lis parce que je préfère qu'on m'envoie un mail. Le mail est sur le site de la revue, c'est totalement ouvert, c'est des vrais mails, hein, on peut contacter n'importe qui, c'est des vraies adresses, c'est pas des mails bidons pour... voilà, c'est des vraies adresses. Moi je lis tout ce qui arrive, tout. Parfois je réponds après, au bout de 15 jours, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, je lis tout. Et après, les choses prennent forme ou ne prennent pas forme. Ce qui est juste des points pratiques, c'est que beaucoup de gens s'attendent, parfois, après avoir, enfin pas beaucoup de gens, mais un certain nombre de gens s'attendent, après avoir envoyé une proposition, à avoir presque une réponse immédiate dans les 72 heures qui suivent. Je dis toujours, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Nous savons que nous demandons, au final, aux auteurs, un gros travail. Il y a beaucoup d'exigences. Lorsque nous disons oui à un projet, c'est un vrai oui. Voilà, c'est avec la volonté d'arriver au bout. Donc ça passe par d'abord une première discussion au travers du mail, et puis ensuite on se rencontre, on discute, on précise les choses. S'il y a quelque chose à un moment donné qui fait dire ça me rend curieux, quoi, j'ai envie de... Voilà, c'est une envie, elle se partage aussi. C'est une vraie envie, elle se partage. Et moi, c'est mon boulot, je suis à l'écoute des envies. Et si je ressens à un moment donné une vraie envie qui me paraît justifiée, j'ai envie de la partager. Moi je ne vis que de ça. Donc voilà, donc à ce moment-là, il y a une première discussion, et puis ensuite, parce qu'on n'est pas pressé, parce qu'il y a 4 numéros par an, il n'y en a pas 5. Ensuite, il y a un échange, on prend un café, on discute un petit peu, et puis là, il y a une décision qui est très simple, c'est oui, nous y allons ensemble, et non, finalement, nous ne suivons pas. Donc voilà, c'est un processus lent, on ne se sent jamais dans l'urgence, pour une raison toute simple, c'est que nous ne voulons pas raisonner, et nous ne raisonnons pas par rapport à l'actualité. L'actualité, c'est un peu comme l'écume. Elle est partout aujourd'hui, vous en avez partout de l'actualité. Vous allumez la radio, vous connaissez l'actualité, sur Internet, il y en a partout, à la télé, partout. Elle est partout, l'actualité, elle est gratuite, elle est dispo. Donc si c'est aller jouer là-dessus, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est l'écume. C'est le truc qu'on mange tous les jours et qu'on nous force à manger tous les jours. Et qu'on oublie, parce que ça va tellement vite que l'actualité disparaît aussi vite qu'elle a été énoncée. Voilà. Nous, il y a quelque chose qui nous intéresse, c'est ce qui est en dessous de l'actualité, qui s'appelle la vague. En dessous de l'écume, la vague. Et la vague, c'est un truc qui est incroyable, qui a une force incroyable. La vague, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une pertinence, parce que c'est un vrai mouvement, et ça dit quelque chose. Donc nous travaillons volontairement et délibérément sur la vague, et pas sur l'écume. Et c'est la seule chose qui nous intéresse. Donc nous aussi, ces principes de ne pas être pressé, de tout lire, de se poser un certain nombre de questions. Parfois les gens me relancent au bout d'un mois où ils n'ont pas de nouvelles. Mais c'est très bien, enfin, c'est très bien. Et puis, si la première relance ne fonctionne pas, parce que je suis désolé, mais je suis comme tout le monde, les journées ont 24 heures, mais si la première relance ne suffit pas, on a le droit d'appeler, passer un coup de fil ou faire une deuxième relance. C'est pas parce qu'on ne veut pas répondre, c'est pas parce que... Non, c'est simplement après des gestions de temps. Mais j'ai jamais pris quelqu'un au téléphone qui m'appelle et qui me dit « Tiens, je vous ai envoyé un truc il y a un mois ». Lorsqu'on m'appelle comme ça, je sais, lorsqu'on me rappelle de quoi il était question, je suis tout de suite capable de dire immédiatement à la personne « Oui, je me souviens de ce mail que vous avez envoyé ». Voilà, tout est lu, rien n'est mis de côté par principe.
Alors, cette revue, on va venir au manifeste qui l'accompagne, le petit cadeau que vous offrez pour les 5 ans de la revue. Cette revue a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de publicité dedans. Vous partagez ça avec la petite revue L'Impossible, par exemple, ou Le Canard Enchaîné, Charlie Hebdo, n'ont pas de publicité. Comme quoi ça peut fonctionner. Alors, à ça, on vous répond, ce sont des niches, mais en tout cas, ces niches-là fonctionnent. Dans ce contexte, vous revenez sur l'histoire de la presse, vous revenez sur la révolution de l'Internet et ce qui s'est passé ces 15 dernières années, ce qui est assez édifiant d'ailleurs. Mais en gros, pour vous, l'ennemi, l'espèce de mirage après lequel court la presse aujourd'hui, c'est la publicité. C'est quelque chose qui a empoisonné l'existence des journaux. Alors, c'est une bonne question et ça oblige à préciser plein de choses. Parce que non, la publicité n'est pas un ennemi. Je veux dire, lorsque nous avons fait nos choix 21, il n'y a pas de publicité, ni 6 mois d'ailleurs. Hein, aucune de nos revues n'a la moindre virgule de publicité. Lorsque nous avons fait ce choix, c'est pas pour une position de principe. Il n'y a pas de principe là-dedans. Nous ne sommes ni pour ni contre la publicité. Simplement, nous avons mis sur le papier ce que nous voulions faire. Et une fois que nous l'avions posé sur le papier, nous avions constaté une chose toute simple, c'est qu'il n'y avait pas de rubrique voyage, il n'y avait pas de rubrique gadget, il n'y avait pas de rubrique mode, il n'y avait pas de rubrique conso. Rien dans le contenu n'appelait la publicité. Donc on s'est dit une chose toute bête, on ne va pas courir après de la publicité qui n'a a priori aucune raison de venir là, nous allons perdre notre temps. Allons-y, sans publicité. C'était extrêmement pragmatique, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Ça, c'était la raison des choix initiaux. Maintenant, 5 ans plus tard, lorsque nous avons fait ce manifeste, nous avons appris, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce manifeste pour un autre journalisme, hein, mais ça veut dire beaucoup d'autres choses au-delà, parce que nous avons appris en 5 ans énormément de choses qui cassent le cadre un petit peu des représentations traditionnelles. Juste pour vous donner un petit quelques points de repère, on a appris déjà des choses toutes simples. Lorsqu'on envoie un auteur travailler sur une histoire, le coût du voyage, enfin les frais qui vont être engagés, ça représente 300 lecteurs, ça représente 300 personnes qui vont acheter 21. Lorsque on envoie l'auteur et lorsqu'on le paye complètement, ça représente 3000 lecteurs au bout de la chaîne. Ça, les auteurs en sont conscients, nous en sommes conscients, tout ce côté, nous sommes liés étroitement, enfin nous nous sentons liés par ce pacte avec les lecteurs. C'est quelque chose de fondamental. Ça nous oblige à une rigueur totale. On ne fait jamais de choses qui pourraient... c'est de la rigueur, de l'exigence en permanence, parce que nous savons très bien où nous habitons. Ça, c'est le premier point. Mais nous sommes aperçus récemment, et c'est un des déclics du manifeste, pas le seul, mais un des déclics. On prend un grand quotidien national français, que je ne citerai pas, mais un grand quotidien national français. On aligne ses budgets, ses frais pour envoyer ses journalistes en reportage à l'étranger sur 3 mois. Il y a 80 éditions papier, il y a un site internet. On fait le total de ces 3 mois, les frais qui auront été engagés par ce grand quotidien national français pour envoyer des gens à la rencontre du monde, pour essayer de le raconter. Et on compare avec 21. C'est là où ça pose un véritable problème. Nous, revues, diffusées en librairie, sans publicité, engageons autant de frais pour un numéro, 210 pages, envoyer 15 auteurs à des endroits divers et variés, sur 3 mois, qu'un grand quotidien national français pour 80 éditions papier et un site internet qui tourne en permanence. La comparaison est vertigineuse. Elle pose un problème de fond. Comment la presse voit-elle aujourd'hui son rôle? Quelle est la valeur ajoutée que considère apporter la presse à ses lecteurs? La presse, d'ailleurs, s'adresse-t-elle toujours à des lecteurs ou à des gens dont elle prend le pari qu'ils ne sont plus que des consommateurs d'informations? Voilà, c'est une des questions qui est à l'origine de l'écriture de ce manifeste. En même temps, il y a une différence entre 21, qui est une revue trimestrielle, avec des reportages au long cours, et un quotidien, peu importe lequel, un quotidien national,
qui lui est dans la formation continue, notamment avec son site internet, mais dans son contenu quotidien, parle autant de politique, de société, d'économie, de culture, etc. Les choses sont quand même différentes entre les... Bien sûr, mais c'est là où on rentre dans la difficulté. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans dans la presse quotidienne. Voilà, donc c'est un univers que je connais assez bien, enfin, que je connais relativement bien. Je constate des choses toutes bêtes, c'est que j'adore la presse quotidienne. Voilà, je la lis, je l'adore. Mais je vois mon temps de lecture qui diminue régulièrement d'année en année. Pourquoi? Parce que plus ça va, moins j'apprends quelque chose en lisant ces journaux. C'est terrible, je déteste de devoir le dire, mais on ne me nourrit pas. Je lis le titre, je lis un chapeau, les sous-titres, je lis les 2-3 extraits qui me sont donnés dans des encadrés, etc. Je sais déjà ce qui va être écrit derrière. Parce qu'on ne fait que me reproduire ce que j'ai déjà entendu le matin à la radio. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les robinets d'information sont ouverts. La flotte coule à grandes eaux de tous les côtés. Et moi, quand j'achète mes journaux, je vois à peu près reproduit la même chose sans aucun apport supplémentaire. Donc j'ai un vrai problème en tant que lecteur. Ça me pose un véritable problème, donc je ne suis pas intéressé. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point, c'est que la presse, d'une manière générale, est devenue de plus en plus fragile d'un point de vue économique, donc de plus en plus docile à la publicité. Et là, c'est un vrai problème, on n'est pas dans la caricature, c'est-à-dire que les publicitaires ont contraint la presse à s'adresser à des cibles. Et oui, parce que voilà, ça on le retrouve dans la bouche même des publicitaires. Dans le manifeste, nous citons Maurice Lévy, PDG de Publicis, qui déclarait à l'Expansion, c'était l'année dernière, que les journaux nous donnent des cibles et nous leur donnerons de la publicité. C'est-à-dire, les choses sont claires, carrées et tranchées. Il n'y a pas de discussion possible sur l'énoncé. Mais une fois qu'on a énoncé cela, ça pose un véritable problème. Parce que les cibles idéales pour un publicitaire, c'est qui? C'est quelqu'un qui a les moyens, c'est quelqu'un qui est actif, qui a une vie de consommateur, qui va consommer beaucoup, plutôt dans des endroits onéreux, où le luxe, enfin les marques, voilà, ça c'est la cible idéale des publicitaires. Et la presse va devoir s'adapter aux exigences des publicitaires. Donc la presse va viser des cibles, et ces cibles-là, en fait, elles sont communes à tous les titres aujourd'hui. On prend la manière dont les titres s'expriment sur leur identité, ils disent tous, nous nous adressons à des décideurs, des gens de pouvoir, plutôt aisés, de telle catégorie sociale, ils ont tous la même cible. Mais lorsqu'on a tous la même cible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait le pari de déserter ses lecteurs. Et oui, on a rétréci son champ à un tout petit dénominateur, qui est celui idéal pour les publicitaires, mais on a de fait aussi décidé que on ne s'intéressait plus à beaucoup de gens. C'est des choses toutes simples, mais il y a actuellement, et on le voit bien partout, quels que soient les magazines ou les quotidiens, des suppléments luxe qu'on voit partout. Voilà, Est-ce que brutalement le luxe est devenu quelque chose d'attirant pour tout le monde? Est-ce que tout le monde brutalement ne pense qu'à s'acheter, moi je sais pas, une montre à 3 000 €? Voilà. Est-ce que brutalement tout le monde a décidé que c'est formidable, le luxe, je ne rêve que de ça tous les matins en me levant? Non, voilà. Pourquoi tout cela paraît? Oui, il y a ces logiques-là. Donc à partir du moment où la presse déserte par ses évolutions le lecteur, quelque part, le problème est immense. Et lorsque nous faisons ce manifeste, nous sommes en train de dire, et c'est notre volonté, nous pensons qu'il faut revenir et accepter de poser le débat de manière extrêmement crue. C'est pour ça que les mots sont très directs et le constat est très direct, parce que c'est un vrai problème. Et on ne peut pas rester aveugle par rapport à ça. Pourquoi? Parce que la presse, quoi qu'on puisse en penser, c'est aussi le reflet de la vie de la cité. C'est le symptôme de la vie de la cité. Et si la presse va mal, c'est peut-être aussi symptomatique d'une société qui perd quelques repères. Il n'y a pas de lien de cause à effet, mais en termes de symptômes, on peut légitimement se poser la question. Vous dites que dans le manifeste, que le lecteur n'est jamais celui auquel on s'attend, et il n'est jamais dans l'attitude qu'on attend de lui, et c'est ce qu'on voit sur l'Internet,
où il peut venir d'un site People et aller vers un site économique, regarder une vidéo sur YouTube, partir voir une recette de cuisine. Enfin, voilà, le lecteur, il est comme ça en zapping sur l'Internet. Donc, on peut imaginer qu'en tant que lecteur de journaux, il peut être lui-même quelqu'un qui va voir les choses assez rapidement. Pour vous, l'erreur principale de la presse, c'est ça, c'est d'avoir voulu définir un lecteur, alors qu'en fait, il y en a... Non, l'erreur de la presse, c'est pas d'avoir voulu définir un lecteur, c'est d'avoir voulu définir une cible. C'est très différent parce qu'un lecteur, de toute manière, n'est pas définissable. Un lecteur, c'est une personne, c'est une individualité. Toute la différence entre la cible et le lecteur, elle est très simple en fait. Et là, j'ai utilisé 30 secondes des mots du registre sociologique, mais la cible, c'est un objet. Enfin, c'est une personne qui est considérée comme objet. Voilà. Le lecteur est sujet de sa vie. C'est aussi simple que ça, c'est la nuance sociologique entre la personne objet et la personne sujet. Voilà, la cible n'est intéressante que par sa capacité à consommer un certain nombre de choses dans un certain cadre. Le lecteur, c'est pas ça qui intéresse. Le lecteur est insaisissable parce qu'il est sujet de sa vie. Et il est totalement insaisissable. Un lecteur, et vous le savez bien, vous voyez les livres. Prenez n'importe quel livre qui est ici et qui est pris par des lecteurs. Vous les voyez bien, leur diversité au jour le jour sur un même titre. Comment vous pourriez dresser un portrait type du lecteur d'un titre qui est chez vous? Il n'y a pas de la même manière que quelqu'un de 20 ans va acheter ce livre-là. 5 minutes plus tard, ça peut être une personne de 60 ans avec des histoires totalement différentes. Simplement, à un moment donné, pour des raisons mystérieuses, cette étrange alchimie, elles vont se retrouver autour de ce titre. Et puis le titre suivant, ça sera complètement différent comme histoire. Et si on essaye de faire une représentation rigide et figée du lecteur, on a perdu, mais ça c'est quelque chose que nous avons appris, non pas tellement au travers d'Internet, parce qu'on constate aussi sur Internet ce côté-là, mais c'est autre chose un petit peu. Mais nous l'avons appris au jour le jour, avec 21 et 6 mois. C'est cette totale singularité du lecteur qu'on ne peut pas réduire à une représentation. Et de la même manière, là c'est juste un tout petit peu pour élargir le débat, mais moi je suis par exemple fasciné par la représentation de la jeunesse dans la presse traditionnelle. On va être un peu dans la caricature, mais quand je lis la manière dont la presse traditionnelle parle des jeunes, j'ai l'impression que les jeunes passent à peu près leur vie derrière un écran, quel que soit cet écran. Or, moi, tous les jeunes que je connais passent évidemment du temps derrière un écran, vont évidemment sur Facebook et Twitter et tous les autres trucs, mais je sais aussi qu'ils font plein d'autres choses à côté, qu'ils adorent boire des coups, qu'ils vont au cinoche, qu'ils lisent des bouquins. Ils ne font pas que passer leur vie derrière l'écran. Et je ne comprends pas comment on peut me créer une représentation aussi incomplète. Et je sais que ces représentations-là cognent avec la réalité que j'observe en permanence dans le quotidien. Je veux dire, rien d'extraordinaire, mais dans le quotidien. Et c'est très bizarre, ces jeux de représentation en inadéquation complète avec ce que l'on peut observer au quotidien. Toujours dans le manifeste, vous apportez quelques idées qui pourraient être des solutions pour aider cette presse qui, depuis 10-15 ans, on a vu les bouleversements à Libération, au Monde, France Soir qui a fermé ses portes. Vous rêvez d'une presse qui serait utile, désirable et nécessaire. Ce serait magnifique, ça. Mais je crois que c'est la seule exigence qui puisse se poser. Mais pourquoi à un moment donné, il faut simplement vraiment revenir à des choses toutes simples. Mais c'est très difficile, en fait, de formuler les choses simples. Mais utile, désirable, nécessaire. Mais c'est le lecteur qui exige cela. Il a raison de l'exiger. Pourquoi un lecteur va basculer dans un livre ou dans une lecture? Mais parce qu'à un moment, il se sera dit, j'ai envie de... Je suis curieux de... Ça m'attire. Utile, désirable et nécessaire, parce qu'il y a toujours aussi ce sentiment de nécessité, parce que lire un livre, lire quelque chose, c'est un engagement. Enfin, voilà, on décide pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, de se mettre dans un monde un petit peu à part, où on rentre dans une lecture. Voilà, donc ce sont des mots évidents, et ce qui est absolument incroyable, c'est que ça puisse surprendre que l'on pose des mots évidents. Et c'est des mots que la presse devrait réfléchir, parce que la presse aujourd'hui, et là on peut en discuter sur différents registres, apparaît, en tout cas aux yeux du public, de moins en moins utile, désirable et nécessaire. D'où cette volonté que nous avons de poser les choses à plat, parce qu'il y a encore d'autres points que nous n'avons pas abordés, mais par exemple l'entre-soi.
La question de l'entre-soi, la presse aujourd'hui est un univers d'entre-soi. À qui s'adresse essentiellement la presse? Je le disais tout à l'heure, aux élites. Les classes, les catégories aisées, etc. Et le pouvoir. Et les lieux de pouvoir. Et une presse qui s'adresse aux élites, ça veut dire qu'elle est en rupture aussi de la réalité de ce qui est en train de se jouer. Et là, nous sommes en plein dans l'entre-soi. Et tout ça est parfaitement logique. Donc, lorsque la presse fait semblant de s'étonner d'être en crise, en situation de crise et de fragilisation, il est évident qu'elle ne parviendra pas à sortir de cette impasse sans se poser un certain nombre de questions. Après, la réponse aux questions viendra ou ne viendra pas. Mais il y a une chose qui est évidente, c'est que si on ne se pose pas de questions, on ne trouve jamais la réponse.